Alors, effectivement, c'est un antérieur, c'est pas un postérieur. Et donc, je vous explique vite fait pourquoi. En fait, les tests sous presse sur postérieur, c'était une étude qu'on voulait lancer suite à l'étude qui va vous être présentée avec Sébastien Corr et Denis Leveillard en fin d'après-midi. Et on voulait chercher à comprendre ce qu'on observait in vivo, essayer de le reporter sur un membre mort pour essayer de comprendre la mécanique de ce qu'on pouvait observer dans l'analyse de cette étude. Malheureusement, vous allez voir après, le postérieur, depuis l'articulation coxofémorale sous presse, ça ne marche pas aussi bien qu'on qu'on l'imaginait, en tout cas que moi je l'imaginais. Alors quand, en fait, une fois qu'il est pressé, le membre, il ne remonte pas, quoi. Donc, beaucoup m'ont dit, oui, évidemment. Oui, évidemment, ce n'était pas si clair pour moi. Et alors, là, pour le fait, je vais accentuer, je vais vous représenter la biomécanique de l'antérieur, un peu comme il y a 2 ans. Et on va faire une comparaison avec la biomécanique du postérieur. Vous allez voir que ce n'est pas du tout pareil. Et qu'en fin de compte, derrière, si on n'a pas les muscles, ça ne fonctionne pas, quoi. Donc, ce qu'on appelle l'appareil de soutien antérieur, c'est une série de tendons, de ligaments et de muscles qui vont maintenir le membre en extension quand la masse tombe dessus. C'est-à-dire que dès l'instant que l'épaule est fléchie, dès l'instant que le cheval se pose dans ses épaules, le membre antérieur est organisé pour être stable et soutenir cette masse. Ça veut dire que son rôle à lui, dans la locomotion, c'est d'être une perche tendue au-dessus de laquelle va sauter le sauteur à la perche, si je veux faire un parallèle un peu sportif. Mais en gros, ce membre antérieur doit être le plus stable possible pour que la masse du cheval transite au-dessus de lui. Donc c'est un peu un jumbalo, là, où, vous savez, les jeux qu'on avait quand on était gamin, où on rebondissait dessus. C'est le même principe mécanique, quoi. Tout est organisé sur l'antérieur pour que ça puisse s'appuyer, appuyer dessus, amortir la masse et restituer l'énergie qui est due à l'amortissement et balancer la masse vers l'avant, ou la faire plutôt basculer vers l'avant. Donc, ce qui constitue cet appareil de soutien, c'est avant tout les 2 tendons fléchisseurs superficiels et profonds accompagnés de leurs brides carpiennes et tarsiennes. Alors, je vais vous le retourner pour que vous le voyez bien. Tu veux le ravancer un peu, s'il te plaît? Non, ravancer le truc. Vas-y. Vas-y. Ok, c'est bon. Appuie, Vincent. Donc, vous voyez que quand on le met sous presse, vas-y, appuie un peu. Appuie. C'est bon. Le membre se stabilise tout seul, je n'ai pas besoin de le tenir, d'accord? Et en fait, c'est dû au fait que les 2 tendons ici, vous avez la bride carpienne qui se trouve ici, qui est quasiment aussi grosse, voire plus grosse que le tendon fléchisseur profond sur l'antérieur, et la bride tarsienne qui est ici, qui va tirer également le fléchisseur superficiel, qui va retenir le fléchisseur superficiel pendant la descente du boulet. C'est tout, plus le suspenseur du boulet, tout cet appareil tendineux ici va soutenir la descente du boulet pendant la mise en charge. D'accord? Donc, depuis la phase d'amortissement jusqu'à la phase de soutènement, et pendant la phase de propulsion, toute l'énergie emmagasinée dans ces tendons va être restituée et ça va balancer le boulet vers l'avant. On a d'autres éléments qui viennent se tendre. On a ici les muscles fléchisseurs profonds, mais eux, et superficiels, mais eux, ils vont avoir, pendant la phase d'amortissement et de soutènement, une contraction excentrique. Alors, la contraction excentrique, ça veut dire que le muscle se contracte, mais en même temps, il s'étend. D'accord? C'est quand on fait de la corde à sauter, par exemple, les muscles de nos mollets vont sans cesse, comme ça, avoir des contractions excentriques et concentriques. Concentrique, ça veut dire qu'il se contracte pour de vrai pour renvoyer dans le mouvement. Donc, eux, ils vont également amortir la masse de manière active. Ceux-ci amortissent plutôt de manière passive. Ensuite, on a le muscle extenseur radial ici, qui vient s'insérer sur le genou, et le muscle du biceps brachial qui vient s'insérer sur l'épaule. Les 2 muscles sont réunis ici par le lacet fibreux. En fait, ce lacet va réunir les 2 tendons. Et l'insertion du muscle biceps ici vient s'insérer sur la partie proximale du radius. Et le muscle
extenseur radial vient s'insérer sur la partie distale du fémur. Ce qui fait que quand tout ça est tendu, ça renvoie le coude dans l'extension, ça renvoie le coude vers l'avant. D'accord? Donc dès l'instant que l'épaule est en flexion, ça tire sur tout ça, qui stabilise le coude dans l'extension. Les faces articulaires du genou sont plus ou moins plates, mais elles sont organisées pour rester plates pendant la mise en charge. Donc tout ça est stabilisé à la fois par la tension de tous ces tendons ici, mais également par la tension des deux brides radiales et carpiennes derrière, qui sont dues, elles, à la descente du boulet et à la tension des deux tendons et du MiO3 pendant la descente du boulet. Je ne sais pas si je suis très clair, ça va pour tout le monde? Donc, vas-y, relâche la pression, s'il te plaît. Vous voyez que quand je relâche la pression, le membre remonte. D'accord? On peut jouer avec, en le mettre dès qu'on fléchit l'épaule, en fin de compte, tout le membre est en tension pour ne pas descendre, en tout cas pour limiter la descente du boulet et retenir toute la masse. Alors ce système qui relie plusieurs articulations va avoir également des effets dans la locomotion, puisque vous voyez que dès que je fléchis le coude, eh bien, mon genou se fléchit également. Dès que je vais fléchir mon épaule dans le mouvement de l'embrasser, par exemple, mon membre va se mettre également en extension. Donc tout ce système va avoir un rôle principal dans l'amortissement et le soutènement et la propulsion, donc membre à l'appui, mais il va également avoir un rôle pendant la phase où le membre est au soutien, donc membre levé. Tout ce système facilite en fait le mouvement et optimise la locomotion du cheval en minimisant au maximum la dépense d'énergie musculaire. OK? Ça va? Alors pour le postérieur, quand j'ai voulu faire le test, bon, c'est pas la peine de le mettre là-dessous de toute façon, ça marche pas. Quand j'ai voulu faire le test, j'ai gardé ce gros muscle ici qui est le quadriceps, dont 3 chefs de ce quadriceps viennent s'insérer sur la rotule. Je voulais, en gardant ce muscle, que ça puisse retenir la rotule. Et donc le mettre en pression. Mais en fin de compte, ce qui se passe, c'est que quand on le met en pression, hop là, bon, j'ai pas la force d'un cheval non plus, hein, mais vous voyez que ça remonte pas tout seul, quoi. Et en plus, le boulet se met facilement en flexion. Alors, ce qui est intéressant dans le postérieur, c'est le système réciproque que je vais vous montrer là. Alors, c'est un vieux membre, hein, il est un peu séché, mais il fonctionne quand même. Donc le système réciproque, c'est un système tendineux qui au départ était qui était au départ musculaire, mais qui s'est, avec l'évolution, complètement fibrosé. Et aujourd'hui, c'est plutôt des tendons qui sont devenus complètement fibreux et qui sont ce système est composé par ici le planteau perforé, qui est en fait le fléchisseur superficiel, qui s'insère sur la partie distale du fémur, sur la calotte calcanéenne reliée par 2 ligaments ici, médiaux et latéraux, qui vont maintenir le tendon sur le calcanéus. Ça descend sur le fléchisseur superficiel et finit sur les 2 branches. Enfin, le fléchisseur finit par se diviser en 2 branches qui viennent s'insérer sur P2, la partie proximale de P2. Et devant, vous avez la corde fémoro-métatarsienne, qu'on appelle également le 3e péronnier, le muscle 3e péronnier, qui lui s'insère sur la partie distale du fémur et sur la partie proximale du métatarsien principal, avec une bride qui part ici se loger sur la partie médiale du tarse. D'accord? Et donc ce système, qui est en fait composé de 2 cordes, hein, toutes bêtes, mais plantées à des endroits stratégiques, permet de solidariser l'articulation du grasset avec l'articulation du jarret. C'est-à-dire que quand je fléchis mon articulation du grasset, automatiquement, l'articulation du jarret se fléchit également. Ça ne peut pas fonctionner, enfin je veux dire, c'est complètement automatique, c'est obligé de fonctionner ensemble. D'accord? Et comme
mon fléchisseur superficiel termine sur P2, il y a également un effet sur le boulet. D'accord? Donc, quand j'ai... attendez, je vais virer ça. Alors ça, c'est un poney Shetland, mais c'est quand même raide à mettre en mouvement. Donc, quand mon fémur part dans l'extension, c'est-à-dire qu'il va partir vers l'avant comme ça, il va tirer la corde ici du planteau perforé, qui va obligatoirement tirer sur le calcaneus et étendre le jarret. D'accord? Je gère juste la partie du grasset, vous voyez que mon jarret s'étend. Et en même temps, ça va fléchir mon boulet puisque le fléchisseur superficiel est attaché à P2. Si j'ai une flexion du fémur, ma corde ici se raccourcit, le troisième péronnier, et tire mon métatarsien vers l'avant et impose la flexion aux deux articulations. Donc ça veut dire aussi que le fléchisseur superficiel, à ce moment-là, par l'intermédiaire du planteau perforé, est également extenseur du boulet, ou en tout cas, il empêche la flexion du boulet pendant la mise en charge. Tout ça, c'est maintenu. Alors, tout cet appareil peut se bloquer complètement si le cheval se met au repos. Et pour ça, le cheval vient bloquer volontairement sa rotule sur la malléole interne du fémur. Une fois que la rotule est bloquée là-haut, comme ma rotule est bloquée et par le biais de mon système réciproque, tout l'appareil est stabilisé. Okay, tout l'appareil est au repos et il ne peut plus bouger, quoi. C'est pour ça que les poulains ou les chevaux qui bloquent la rotule se retrouvent complètement en extension comme ça, là, et qu'on est obligé de faire reculer, voire carrément de choper la rotule pour la bouger. Parce qu'une fois que le membre est parti dans la locomotion, la rotule étant bloquée, tout le membre est bloqué dans l'extension également. D'accord? Donc nous, quand on a ce genre de souci-là, en fait, on essaye de tendre par la ferrure en imposant un enfoncement sur la partie interne du pied. On essaie de tendre le ligament interne. Moi, je ne comprenais pas au début pourquoi tendre le ligament interne, puisque la rotule était bloquée sur la malléole interne. De mon point de vue, ça allait tendre davantage et bloquer davantage, quoi. Mais en fin de compte, le relief, ici, il est organisé pour que dès que le ligament est tendu, ça fait ripper le ligament sur le côté et ça décoapte la rotule. Et donc, le mouvement est de nouveau permis. D'accord? Ceci explique cela. OK? Alors, ça ne marche pas sous presse, tout ça, même avec mon gros quadriceps qui tient ma rotule, plaqué contre l'articulation. Parce qu'en fin de compte, sur le postérieur, si on n'a pas l'ensemble des muscles qui relient le membre au bassin et au rachis, tout l'appareil suspenseur ne fonctionne pas de manière optimum. Et donc, ça ne peut pas fonctionner sans les muscles. Et vous allez voir dans l'étude qui va être présentée après que ça paraît un peu étonnant parce qu'on avait l'idée, nous tous, maréchaux, enfin, je pense qu'il y en a qui étaient conscients qu'on avait une influence sur le dos du cheval ou en tout cas sur les parties hautes du cheval, mais beaucoup d'entre nous sont convaincus d'avoir une action seulement dans les parties basses. Et ben, l'étude révèle qu'en fin de compte, sur terrain meuble, surtout sur terrain meuble, on a essentiellement une action en haut du cheval, sur les parties hautes, principalement à l'articulation coxo-fémorale ou au grasset ou au jarret, ou au niveau de l'épaule ou au niveau de l'icoude, sur les terrains meubles. C'est pour ça qu'on voulait essayer de comprendre. Donc, j'ai essayé de reproduire un peu un membre, histoire de vous faire comprendre. Alors, c'est pas au point, mais ça aide à piger un peu quand même. Donc, j'ai un bassin. Et en fait, les muscles qui se relient au bassin sont ici les biceps fémoraux. Vous avez ici le semi-tendineux. Alors, ces muscles-là viennent s'insérer normalement sur le sacrum. Mais déjà, je n'ai pas retrouvé le sacrum de ce squelette-là. Et puis en plus, comme je ne l'ai pas, la question ne se pose pas de toute façon. Du coup, je les ai juste reliés ici, mais bon, au niveau anatomique, mon montage est faux. Hein. Mais
faut imaginer ces muscles-là se rattacher au sacrum, voire aux vertèbres lombaires pour certains, quoi. Et ensuite, vous avez le tenseur du fascia lata ici. Vous avez les muscles fessiers ici. Et alors, c'est pareil, vous avez normalement des chefs musculaires qui se rattachent sur le rachis, au niveau du sacrum et des lombaires. Et vous avez ici le quadriceps fémoral avec 3 insertions sur le fémur et une dernière insertion sur le bassin qui, eux, sont rattachés directement à la rotule. D'accord ? Et puis, pareil, le système réciproque est symbolisé avec du cuir ici, avec le 3e péronnier devant et le superficiel derrière. Ici, c'est les 2 muscles gastrocnémiens qui se rattachent au fémur jusque sur la pointe du calcanéum. D'accord ? En fait, les gastrocnémiens, c'est nos mollets. Alors, ça aide à piger, parce qu'en fait, le cheval, il se tient comme ça. Hein ? Et vous avez aussi les muscles fléchisseurs profonds, ici, qui sont symbolisés par ce tendeur, ici, au niveau du radius. Hein ? OK ? Donc, ce qui se passe, c'est que quand le membre est à l'appui, en fin de compte, vous avez un antagonisme qui se crée entre les muscles qui sont placés devant et les muscles qui sont placés derrière. Et l'essentiel se joue au niveau de la rotule. C'est-à-dire que leur boulot à eux, en plus de balancer la masse vers l'avant, est de tenir la rotule plaquée contre l'articulation et de maintenir cette articulation soit dans l'extension, soit dans la flexion, soit en statique, flexion ou extension, peu importe, mais en fonction du mouvement et de ce qu'on souhaite obtenir du cheval. D'accord ? Donc, dans la locomotion, les muscles vont subir des contractions excentriques pendant la phase d'amortissement et de soutènement et vont ensuite subir des contractions concentriques, donc ils vont forcer le membre à se fléchir dès les premières phases de soutènement, donc depuis le ramener jusqu'à l'embrasser. Et beaucoup de muscles, comme les muscles fémoraux ici, vont être à la fois extenseurs et fléchisseurs de la même articulation. C'est-à-dire que quand le membre est en soutien, le membre est au soutien, le cheval vient de décoller du sol, le membre se fléchit, et il se fléchit par l'action de ces muscles-là, les muscles fémoro-caudaux, qui vont fléchir le grasset, qui, par l'intermédiaire de l'appareil réciproque, va fléchir le jarret. Le membre va passer sous la masse, okay, et ensuite les muscles. Ici, je fais simple, mais il y a beaucoup plus de muscles qui rentrent en action. Mais ici, les muscles crâniaux, donc le quadriceps, le tenseur du fascia lata, vont tirer la rotule vers eux. Donc ça va balancer le grasset dans l'extension et balancer le membre vers l'avant. Arrivé au sol, le membre vient à l'appui. À ce moment-là, les fémoro-caudaux, qui jusque-là avaient fléchi tout le membre, vont devenir extenseurs parce qu'ils vont empêcher en fait la flexion du grasset en retenant plaqué la rotule contre l'articulation. Alors ils ne sont pas tout seuls, les principaux restent ceux-là quand même. Le quadriceps, c'est le tenseur du fascia lata. Mais cet antagonisme, en fait, va créer le moyen pour l'articulation de garder sa rotule plaquée contre elle et de garder l'articulation dans son extension. Ou une petite flexion, mais de manière à amortir la masse. Et c'est donc l'ensemble des muscles qui vont amortir cette masse et qui vont emmagasiner de l'énergie à leur tour. Vous me suivez ou je ne suis pas très clair? Ça va? Donc ces muscles qui étaient fléchisseurs deviennent extenseurs et antagonisme, en fait, c'est deux forces qui s'opposent, qui viennent attraper tout ça et qui viennent le retenir, en fin de compte, pendant la locomotion. Ça va? Et donc dans la phase de soutènement, les tensions sont à leur maximum. Okay, et on arrive jusque dans la phase de propulsion, où les muscles derrière quittent la contraction excentrique pour rentrer dans la contraction concentrique. Donc là, ils vont vraiment tirer le membre avec les fessiers, ils vont tout ramener vers ils vont tout tirer le membre pour qu'il provoque une extension et propulser la masse vers l'avant. Je suis clair ou pas, Sofiane? Je ne sais pas si je suis très clair, mais je ne suis pas très à l'aise en même temps. Mais
J'espère que vous avez compris en tout cas. Donc ce qui est intéressant pour nous, maréchaux, c'est qu'en fonction de ce qu'on va mettre sous les pieds du cheval, surtout sur terrain meuble, pas sur terrain dur également parce qu'on va jouer sur les bras de levier, mais sur terrain meuble, quand on joue sur la pénétration du sol, on va jouer également sur les chaînes musculaires au-dessus. Parce que comme ces muscles-là, les muscles quadriceps principalement, le tenseur du fascia lata également, mais également les biceps fémoraux et le semi-tendineux vont maintenir cette articulation-là dans l'extension pendant la phase d'amortissement. D'accord ? Ils vont bloquer donc l'articulation du grasset qui, elle, va bloquer l'articulation du jarret par l'intermédiaire du superficiel, mais qui également va stabiliser le boulet. Ça veut dire que l'action musculaire ou le quadriceps fémoral vont, on pourrait dire, entre guillemets, qui sont également suspenseurs du boulet. Vous me suivez? Ça veut dire qu'en fonction de ce qu'on va mettre sous les pieds, si on arrive à diminuer l'effort musculaire pendant la phase de soutènement et d'amortissement, au niveau, pendant ces deux phases-là, on va également diminuer la pression sur le boulet. Et ça, vous allez voir que c'est assez intéressant parce que sur l'étude qui va être présentée, il y a des trucs qui chamboulent un peu les esprits. Enfin, nous, quand on l'a regardé, on se pose des questions derrière quand même, hein, notamment entre l'aigle barchou et le fer à l'envers derrière. Il se passe des trucs en haut sérieux, quoi, hein, sur terrain souple. Hein. Il nous reste un peu de temps ou pas? 5 minutes. Alors, ce qui est intéressant aussi de comprendre, c'est que toute cette stabilité au niveau du grasset qui va maintenir le jarret et le boulet et le ramener sous le membre et l'engagement du membre va dépendre également de la souplesse ou de l'hypercontraction des muscles ici. C'est-à-dire que si dans le travail ou à cause de notre ferrure, le cheval est fort sollicité ici, bah vous savez ce que c'est, vous, maréchaux, on a les muscles qui sont hypertrophiés, on a les muscles courts, mais on est beaucoup moins souple du bassin et quand on ne travaille plus, ben on a mal. Vous voyez, donc, et ben pour le cheval, c'est la même chose. Si ces muscles ici sont beaucoup trop sollicités, il va avoir également beaucoup plus de mal à se soutenir dans ses parties basses. En tout cas, ces parties basses vont avoir également beaucoup plus de mal à soutenir la masse au-dessus et à proposer l'engagement, alors notamment dans le dressage ou dans le CSO ou je ne sais quelle autre discipline, eh ben, ils vont être beaucoup trop sollicités pour remplir correctement leurs tâches. Et là-dessus, la ferrure peut aider à décontracter ces muscles-là. Et en fait, pour aider, imaginez-vous marcher sur la plage, si vous avez, je ne sais pas si quand vous avez des vieilles godasses maréchaux, on s'use beaucoup les talons ici en externe, quand vous allez marcher dans la carrière, c'est hyper désagréable parce qu'on s'enfonce trop au niveau des talons. Par contre, sur du dur, c'est agréable parce que ça crée un roulement. Ça amortit vite et ça roule. D'accord? Eh bien, quand on est dans la carrière, on aurait bien envie d'avoir des godasses neuves pour que ça nous retienne ici. Eh bien, c'est la même chose pour le cheval. Enfin, moi, là, je m'avance un peu en disant ça, mais c'est mon point de vue à moi seulement. Mais je pense que sur les chevaux qui travaillent sur du terrain pénétrable, notamment en dressage, en CSO ou tout ça, si on les fait longs, on les aide à soulager les masses musculaires et on les aide à être plus forts parce qu'ils se portent mieux, quoi. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'espère que j'ai été clair. Si je bafouille un peu, je suis désolé. Mais j'espère que j'ai été assez clair. Merci Patrick. S'il y a des questions, on a 2 minutes pour les questions. Oui, Claude. Par rapport aux accrochements de rotules, est-ce que le fait de relever les talons avec des talonnettes, quoi que ce soit, a une incidence, que ce soit sur un sol mou ou sol dur? Alors, par rapport à... Merci. Si le cheval est en statico-box, peut-être, mais dans la locomotion, je pense qu'il est plus intéressant de ferrer long que de ferrer haut. Parce que déjà, en imposant de la hauteur dans les talons, la boîte cornée elle-même va se déformer pour revenir à sa place normale à l'intérieur. Donc on crée une déformation du sabot et assez rapidement, on perd l'influence de cette talonnette. De plus, dans l'étude, vous allez voir, on a essayé aussi sur terrain dur de mettre des talonnettes et des pinçonnettes. Donc les talonnettes, on les a mis en pince. Et vous allez voir, la différence est assez flagrante dans la locomotion. Et le cheval n'est pas spécialement à l'aise avec des talonnettes. Par contre, lui donner du support derrière pour qu'il puisse s'appuyer derrière
pour pouvoir se propulser. Ça, je suis convaincu que ça a une réelle influence sur la rotule. Et en déchargeant les masses musculaires, en fait, c'est plus facile au quadriceps de maintenir sa rotule dans la locomotion et dans l'accrochement notamment, quoi.